prison de haute sécurité pour les narcotrafiquants, expulsion des détenus étrangers, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, multiplie les annonces de réforme du système carcéral qui traverse une crise sans précédent. Mais comment en est-on arrivé là et les solutions avancées peuvent-elles être durables ? Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Prison à la peine, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 2, le fléau du narcotrafic. 14 mai 2024. Un détenu sort du tribunal de Rouen et monte dans un fourgon pénitentiaire. Un deuxième véhicule l'accompagne, en escorte. Le prisonnier doit être raccompagné à la maison d'arrêt d'Évreux, à une 50aine de kilomètres. Mais à mi-chemin, au niveau du péage d'Incarville, dans l'Eure, une voiture noire arrive à contresens. Elle bloque le passage des deux fourgons. Plusieurs hommes cagoulés sortent du véhicule. Lourdement armés, ils ouvrent le feu, récupèrent le détenu et prennent la fuite. Les agents pénitentiaires n'ont rien pu faire. 2 d'entre eux ont perdu la vie et 3 autres sont blessés. Les images de cette évasion spectaculaire secouent le milieu carcéral et la France entière prend conscience du niveau de violence du narco-banditisme. Chers auditeurs, vous avez certainement deviné de quelle évasion il s'agit, celle du narcotrafiquant Mohamed Amra. Ennemi public numéro 1, Mohamed Amra et ses complices meurtriers sont dans la nature. Le commando sait pertinemment que les autorités le traquent sans relâche. Amra et ses complices restent pour l'heure aux aguets, eux qui risquent la prison à perpétuité. 9 mois plus tard, celui qu'on surnomme la mouche est retrouvé en Roumanie. Ses cheveux teints en roux, il affiche un grand sourire à son arrivée au tribunal de Bucarest. Après cette arrestation, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, prend la parole et décrit les conditions de détention qui attendent Mohamed Amra à la prison de Condé-sur-Sarthe. Sans doute l'une de nos 2 prisons les plus carcérales, qui permet un régime d'isolement extrêmement strict. Il aura le droit à 1 heure de promenade par jour, seul, sans jamais croiser un autre détenu. Il aura le droit à 2 heures de communication téléphonique écoutée par les services de renseignement. Il aura le droit à 3 visites par semaine, extrêmement contrôlées, avec des fouilles systématiques. C'est donc un régime d'isolement extrêmement difficile qui préfigure le régime de détention que je vais proposer au Parlement la semaine prochaine pour la prison de haute sécurité qui sera choisie également la semaine prochaine. Le garde des Sceaux se sert donc de cette attaque pour justifier son projet de prison de haute sécurité. Mais comment le narcotrafic est-il devenu si puissant au point de faire vaciller tout le système carcéral français ? Toute la semaine, on s'intéresse à la situation dans les prisons françaises et on retrouve donc Céline Delbecq, journaliste au service Société de l'Express, pour parler du poids du narcotrafic dans les établissements pénitentiaires. Bonjour Céline. Bonjour Charlotte. Céline, avant de s'intéresser spécifiquement à la façon dont le narcotrafic déstabilise le système carcéral, je te propose de faire un point sur l'ampleur du narcotrafic en France. On en entend de plus en plus parler aujourd'hui, notamment avec la loi contre le narcotrafic qui a été adoptée. Est-ce que c'est parce que les politiques et les médias s'emparent plus du sujet qu'avant, ou on peut considérer que la situation est vraiment inédite ? Non, la situation est actuellement vraiment critique. La menace liée au narcotrafic n'a jamais été aussi élevée en France. Et ça, on le sait d'abord avec des chiffres. En 2024, les autorités françaises ont saisi 53,5 tonnes de cocaïne sur le territoire, soit une augmentation de 130% par rapport à 2023. Il y a aussi une explosion de la consommation de cocaïne, évidemment, qui va avec. 1,1 million de personnes avaient consommé de la cocaïne en 2023. Environ 6% avaient déjà testé au cours de leur vie cette substance en 2017, contre presque 10% en 2023, d'après l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT. C'est donc une réalité dans une bonne partie de l'Europe, mais la France est aussi un pays de transit, grâce notamment à ses ports et à ses territoires d'outre-mer qui sont proches de la production. En plus de ces chiffres, il existe aussi une vraie inquiétude sur l'ultra-violence banalisée des réseaux de narcotrafiquants aujourd'hui et leur structuration qui est de plus en plus précise et professionnelle. C'est ce que m'a décrit Dimitri Zoulas, le chef de l'Office français anti-stupéfiants, l'OFAST, qui parle même d'une criminalité organisée d'atmosphère. Et donc cette puissance du narcotrafic lui donne une influence même à l'intérieur des prisons. Oui, parce qu'en fait, avec cette augmentation de l'ampleur du narcotrafic, par effet de balancier, les narcotrafiquants sont de plus en plus nombreux en prison. Et surtout, ils ont plus de pouvoir qu'avant. D'ailleurs, un rapport parlementaire à l'origine de la loi pour lutter contre le narcotrafic en France estime que
que la prison pour les narcotrafiquants est devenue un risque du métier, presque une étape dans leur parcours de vie. Ils n'en ont absolument plus peur. Ils peuvent même y voir d'ailleurs une façon de tisser leur réseau, voire de recruter des petites mains. En fait, la prison a perdu de son effet dissuasif parce que les narcotrafiquants aujourd'hui savent qu'ils peuvent encore gérer leur trafic depuis leur cellule ou ils profitent de leur pouvoir financier quasi illimité, et ça c'est très important de le dire, et de l'explosion de la consommation et de la vétusté des prisons. Mais comment ils font concrètement pour continuer à communiquer avec l'extérieur ? Ils parviennent déjà à récupérer des colis par tous les moyens, souvent au moment des parloirs ou dans les cours de promenade. Il y a des filets pour empêcher justement que des colis soient envoyés depuis la rue, en fait depuis l'espace extérieur, mais les filets sont souvent troués ou alors les prisonniers escaladent, enfin voilà, ils réussissent à récupérer leurs colis. Maintenant, il y a aussi des systèmes de drones, donc avec des drones qui sont envoyés depuis l'extérieur à l'intérieur des prisons pour récupérer des colis. Et il existe évidemment des dispositifs de détection, de neutralisation de ces drones qui ont été mis au point petit à petit. Mais à chaque fois, ce que me racontent les directeurs de prison, c'est que les technologies sont en fait vite dépassées ou détournées ou obsolètes. Et dans ces colis, les prisonniers vont récupérer de la drogue, mais aussi des téléphones par exemple pour maintenir leur réseau. Justement, Céline, tu peux nous expliquer comment fonctionnent ces téléphones et comment les prisonniers parviennent à les garder sans qu'ils soient détectés ? Alors déjà, il faut préciser que normalement, les détenus ont accès à des téléphones en prison, à des téléphones fixes, mais ils n'ont pas le droit, évidemment, d'avoir de portables qui leur permettraient de continuer à gérer le trafic. Et pour ceux qui réussissent à se procurer illégalement, en majorité, ça va être des petits téléphones qui ne sont pas détectés par les portails de sécurité, parce qu'il y a des métaux qui ne sont pas présents à l'intérieur du système. Mais il y a aussi, on m'a raconté, des cas de téléphones et de smartphones dernière génération qui ont été retrouvés par les surveillants, qui ont été envoyés par ces fameux systèmes de colis. Les prisonniers trouvent complètement des moyens de pouvoir communiquer et aussi des moyens de détourner les brouilleurs qui sont mis en place dans les prisons. Gérald Darmanin a d'ailleurs décidé de s'attaquer à ce problème en réalisant des opérations place nette en prison, notamment une qui a eu lieu récemment, là au mois de mai, pour nettoyer ces prisons de ces téléphones. Ce matin, au même moment, une vaste opération est lancée dans 66 prisons, près de la moitié des établissements français. Des centaines de cellules fouillées, une descente de police baptisée Prison Break. Donc toutes ces problématiques sont abordées dans le rapport parlementaire que je vous évoquais tout à l'heure, qui pose notamment la question de la tolérance des téléphones portables par l'administration pour, je cite, ménager ses relations avec les détenus. Les auteurs du rapport ne comprennent pas non plus comment on peut expliquer que le système de brouillage aujourd'hui ne soit pas complètement opérationnel. Et tout ça, ça nous renvoie à un sujet, celui dont on parlait hier, de la surpopulation carcérale. Aujourd'hui, les surveillants ne sont pas assez nombreux pour empêcher le narcotrafic de faire la loi en prison. Les surveillants pénitentiaires en première ligne face au poids du narcotrafic, c'est justement ce qu'on va évoquer dans la suite de ce podcast. Ces traces, ce sont celles du véhicule qui a entièrement brûlé cette nuit. Sur la voiture voisine, ce tag, le même que sur la façade de cet immeuble. Ces lettres, DDPF, pourrait être l'acronyme de droit des prisonniers français. Ici à Toulon, c'est le centre pénitentiaire qui a été directement visé cette nuit à l'arme automatique. 15 impacts sur la porte principale. Ces attaques qui ont touché plusieurs autres lieux en France seraient coordonnées en réaction à la création de prisons de haute sécurité. En avril dernier, plusieurs attaques contre des surveillants pénitentiaires sont perpétrées par des acteurs du narcotrafic. Céline, les agents sont particulièrement exposés à cause de cette toute-puissance des trafiquants de drogue. Oui, notamment parce que les agents aujourd'hui sont victimes d'une double faiblesse, une surpopulation croissante qui est liée à un sous-effectif chronique d'agents. Il manquerait aujourd'hui 4000 agents d'après un avis de l'Assemblée nationale qui date de 2024. Donc dans ce contexte, les surveillants n'ont tout simplement pas les moyens de lutter contre le narcotrafic en prison. Leur inquiétude au quotidien augmente au fur et à mesure des menaces qu'ils peuvent recevoir, mais aussi des histoires médiatiques qui rythment l'actualité. On parlait tout à l'heure de la tuerie d'Incarville qui les a considérablement traumatisés, mais il y a aussi par exemple des menaces directes sur la prison marseillaise des Baumettes il y a quelques mois. L'un des adjoints de la directrice et la directrice ont été menacés sur les réseaux sociaux. La tête de cet adjoint a été littéralement mise à prix sur les réseaux sociaux. C'est loin d'être anodin et donc face à ces inquiétudes, certains agents demandent leur anonymisation
totale, c'est-à-dire qu'ils soient désignés par leur matricule et qu'ils puissent porter des cagoules, par exemple, notamment au sein des prisons qui seraient réservées bientôt aux plus grands narcotrafiquants voulus par Gérald Darmanin. Et pour se protéger, on imagine que les surveillants eux-mêmes sont parfois contraints de laisser passer certaines pratiques. Oui, certains reconnaissent qu'ils savent très bien que les détenus vont récupérer des cigarettes, de la drogue, des téléphones, mais souvent ils ne disent rien pour leur propre sécurité ou pour ne pas exacerber les tensions. En quelque sorte, ils achètent la paix sociale. Et il y a même une inquiétude autour de la possibilité de corruption du personnel. Justement, est-ce qu'on connaît l'ampleur de la corruption liée au narcotrafic en prison ? C'est un sujet qui est encore très tabou, mais dans une enquête que j'avais réalisée l'année dernière pour l'Express, l'administration pénitentiaire m'avait informé qu'entre 2018 et 2023, 22 agents pénitentiaires sont passés en commission de discipline pour des faits de corruption. Lors d'une audition le 22 mai dernier, la directrice de l'Agence française anticorruption a assuré que les affaires qui concernent des agents pénitentiaires sont les principales affaires de corruption dans la fonction publique. Par exemple, je peux te citer le cas d'une affaire qui date de mars 2024, donc évidemment ces affaires continuent. 6 agents pénitentiaires ont été mis en examen pour avoir fait passer clandestinement de la résine de cannabis, des téléphones portables et de l'alcool en prison contre rémunération dans l'établissement de Réau en Seine-et-Marne. Dans le rapport parlementaire qu'on évoquait tout à l'heure, les députés parlent de l'émergence encore embryonnaire mais non moins inquiétante de la corruption des agents publics et privés. Donc il y a un gros tabou sur le sujet de la part des agents pénitentiaires, mais on sait que la menace plane, puisque d'une part, leurs salaires sont très faibles, surtout en début de carrière. On parle d'un peu moins de 2 000 € net. Donc les agents peuvent évidemment être tentés par l'argent proposé par les narcotrafiquants. Et ensuite, ça va être très difficile de sortir de cet engrenage. Ça peut commencer par un paquet de cigarettes qu'on autorise et ensuite, ça va augmenter et on tombe vraiment dans un cercle vicieux. Mais il peut aussi y avoir des menaces directes, en fait, sur ces agents, sur leur famille, sur leur vie quotidienne, puisque les détenus n'ont rien d'autre à faire que de regarder sur les réseaux sociaux la vie de ces agents, puisqu'ils ont justement des téléphones portables en prison. Donc malgré ce risque, la loi sur le narcotrafic n'évoque pas du tout ce sujet de la corruption. Ça tombe bien que tu parles de cette loi sur le narcotrafic, Céline. Elle a été adoptée en avril dernier et on va étudier ensemble ce qu'elle propose pour la prison. Dans la prison qui est ici en construction, il y a à la fois évidemment des lieux pour les personnes qui font de la délinquance du quotidien, la maison d'arrêt, ça a été dit, 200 places. Et puis il y aura effectivement ce quartier de plus de 60 personnes. Et donc en mettant le quartier de haute sécurité parmi le nouveau centre pénitentiaire ici à Saint-Laurent-du-Maroni, qu'avait décidé la République, nous nous adaptons à la menace qui touche la Guyane et qui touche toutes les Antilles et qui touche toute la France. Il y a quelques semaines, Gérald Darmanin annonçait la construction d'une 3e prison de haute sécurité en Guyane, notamment pour accueillir des détenus liés au narcotrafic. La création de ces quartiers permettant d'isoler les détenus fait partie de la loi pour, je cite, « sortir la France du piège du narcotrafic ». Tu peux nous expliquer, Céline, en quoi ça va consister exactement ces prisons de haute sécurité ? Alors, il est prévu que les 200 plus gros narcotrafiquants français soient mis à l'isolement total, c'est-à-dire privés de promenade collective, sans accès aux unités de vie familiale. En fait, c'est des appartements dans lesquels les détenus, normalement, peuvent recevoir leurs proches. Leurs communications téléphoniques, qui auront lieu depuis la cabine de leur chambre sur écoute, seront limitées à 2 heures, 2 jours par semaine. Et il y aura aussi un dispositif de séparation physique lors des visites au parloir qui deviendra obligatoire. Les fouilles à nu seront aussi systématisées après tout contact avec l'extérieur, sans surveillance. D'ailleurs, cette disposition a été adaptée par le Conseil d'État pour l'individualiser et tenir compte de l'âge ou de la santé de la personne qui sera fouillée. Aujourd'hui, une mise à l'isolement doit être renouvelée tous les 3 mois. Et bien là, ça pourrait être décidé pour 2 ans, aussi bien pour les détenus que pour les prévenus. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu pour ces détenus liés au narcotrafic ? Aujourd'hui, le système d'incarcération ne prévoit pas réellement de traitement spécifique pour les grands narcotrafiquants. Il existait avant des quartiers de haute sécurité qui ont été abolis en 1982 par Robert Badinter, qui les jugeait justement inhumains. Et donc aujourd'hui, le système que Gérald Darmanin veut mettre en place s'inspire du carcere duro, le régime de détention antimafia italien. Le système italien d'isolement de 700 des plus gros mafieux, narcotrafiquants, c'est un modèle à copier avec un régime de détention spécifique, par exemple la visio généralisée, par exemple les fouilles jusqu'à 10 fouilles par jour. C'est un régime de détention
qui a été validé par la Cour suprême italienne et qui a été validé par les institutions européennes, et donc nous pourrons appliquer en France. Tu peux nous expliquer en quoi consiste ce système italien ? Il a été mis en place en 1992 à la suite des assassinats en Sicile des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Autour de ce cratère de plus de 10 mètres de diamètre et de 10 mètres de profondeur, près de ces carcasses de voitures déchiquetées, la voiture blanche, blindée, du juge Falcone, et projetée à plus de 100 mètres de là, la voiture qui l'escortait toujours. Ça devait être une mesure temporaire en Italie, mais c'est devenu définitif. Aujourd'hui encore, un peu plus de 700 personnes sont détenues sous ce régime dans 11 structures dans le nord et le centre de l'Italie, c'est-à-dire loin des mafias. Les détenus ont le droit donc à 2 heures de promenade par jour, en groupe de 4. On vérifie qu'il n'y ait pas de lien entre eux, évidemment. Le courrier est contrôlé, voire censuré. Ils ont droit à 1 heure de parloir par mois et toutes leurs conversations sont enregistrées. Les principaux chefs mafieux et auteurs des assassinats des juges Falcone et Borsellino, Toto Riina, Bernardo Provenzano et Matteo Messina Denaro sont d'ailleurs morts durant leur détention sous le régime du carcere duro. Et donc, est-ce que ce système pourrait fonctionner en France pour endiguer le narcotrafic ? Alors, les surveillants pénitentiaires ont bien accueilli cette mesure. L'Office français anti-stupéfiants, l'OFAST, considère que c'est une solution nécessaire. Et on peut noter que Gérald Darmanin, pour le coup, a mis beaucoup de moyens sur cette mesure. Mais se pose quand même la question pour le personnel de leur sécurité. En fait, s'ils n'arrivent pas à mettre complètement à l'isolement ces détenus, ça risque d'être catastrophique pour la sécurité des surveillants et pour la violence en prison. Surtout, certains acteurs s'inquiètent pour les droits humains des prisonniers. Ils évoquent notamment l'imaginaire du bagne pour la prison de Cayenne qui a été évoqué par Gérald Darmanin. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, parle d'ailleurs d'un risque de fabriquer des fous. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse très attention à ce qu'on fait, parce que l'isolement, puisque c'est ça qui est proposé, ces gens seront isolés totalement. L'isolement, ça rend fou. Parce que réunir des tas de gens très dangereux, est-ce que c'est pas très dangereux aussi ? La possibilité de réinsertion après ce genre de conditions de détention apparaît effectivement comme quasi nulle. N'en dis pas plus Céline, la réinsertion, c'est le sujet qu'on va aborder ensemble demain. Merci beaucoup d'être venue nous expliquer le poids du narcotrafic dans les prisons aujourd'hui. À demain. Pour ne pas rater le dernier épisode de cette série sur les prisons, pensez à vous abonner, chers auditeurs, sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify ou Castbox. C'est là-bas que vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et si ces podcasts vous plaisent, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Prison à la peine est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros avec Emeline Dulliot.